Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va parler du cours de droit constitutionnel du deuxième semestre de la première année de droit. Alors vous le savez, le droit constitutionnel, c'est une matière fondamentale qui est étudiée au cours des 2 semestres de la L1 droit. Au premier semestre, vous avez étudié les grands concepts du droit constitutionnel, l'État, la démocratie, la Constitution, la théorie de la séparation des pouvoirs, etc., etc. Et puis au deuxième semestre, on étudie les institutions de la Ve République, qui est le régime politique actuellement en vigueur en France. Et donc, dans cette vidéo, on va se focaliser sur le cours de droit constitutionnel du deuxième semestre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement synthétiser le cours de droit constitutionnel du deuxième semestre, c'est-à-dire qu'on va vraiment le résumer de manière très synthétique, afin que vous ayez vraiment une bonne vision d'ensemble, une bonne vision globale de la matière, ce qui vous sera très utile pour réussir vos examens. Et donc, sans plus attendre, c'est parti, on commence la vidéo. Alors ce qu'il faut savoir en tout premier lieu, c'est que la Constitution de la Ve République a été rédigée en 1958 par une petite équipe gouvernementale réunie autour du général de Gaulle et de Michel Debré, qui était alors ministre de la Justice. Le 28 septembre 1958, la Constitution a été approuvée par référendum avant d'être promulguée le 4 octobre 1958. Et l'idée du général de Gaulle et de Michel Debré, c'était de remédier aux écueils constatés sous la Troisième République et la Quatrième République. Et ces écueils, c'était principalement les suivants. D'abord, une très forte instabilité gouvernementale, puisqu'effectivement, les gouvernements étaient très régulièrement renversés par le Parlement. Et puis également, le Parlement était extrêmement puissant, sans doute trop puissant, puisqu'il empêchait souvent le gouvernement de gouverner. Et pour remédier à ces écueils, la Constitution de 1958 va instaurer un exécutif fort et va encadrer les pouvoirs du Parlement. Ce sont les 2 principales idées de la Constitution de 1958. D'abord, en ce qui concerne le renforcement du pouvoir exécutif. Il faut savoir que, sous la Ve République, l'exécutif est bicéphale. Bicéphale, ça veut dire 2 têtes. C'est un exécutif à 2 têtes, avec d'un côté le président de la République et de l'autre côté le gouvernement, qui est dirigé par le Premier ministre. En ce qui concerne d'abord le président de la République, il faut savoir que le président de la République est, depuis 1962, élu au suffrage universel direct, c'est-à-dire directement par le peuple, ce qui lui donne une forte légitimité. Et le président de la République, il dispose de pouvoirs importants. Par exemple, c'est lui qui nomme le Premier ministre, et également, il a la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. Et en outre, le président de la République, il devient le chef de l'exécutif s'il dispose d'une majorité parlementaire qui lui est favorable. Il a donc un rôle politique actif, contrairement à ce qui se passe dans les régimes parlementaires classiques. Et cette pratique présidentialiste du régime pousse même certains auteurs à qualifier la France de régime semi-présidentiel. En ce qui concerne maintenant le gouvernement, eh bien le gouvernement, il est lui aussi renforcé par la Constitution de 1958. Il dispose, par exemple, d'importants pouvoirs dans le cadre de la procédure législative. Il peut intervenir dans le cadre de la procédure d'élaboration des lois. Par exemple, le Premier ministre a l'initiative des lois, qui lui permet de déposer un projet de loi sur le bureau de l'une ou l'autre des chambres, donc sur le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Également, le gouvernement fixe l'ordre du jour des chambres 2 semaines sur 4. Ça lui permet de faire examiner par le Parlement ses projets de loi. Autre exemple d'intervention du gouvernement dans la procédure législative, c'est que, en cas de désaccord entre les 2 chambres sur le vote d'un texte, le Premier ministre peut convoquer ce qu'on appelle une commission mixte paritaire pour trouver un texte de compromis. Et en cas d'échec de la commission mixte paritaire, le gouvernement a la possibilité de demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement sur un texte. Donc on le voit, le gouvernement intervient massivement dans la procédure d'élaboration des lois grâce aux prérogatives qui lui sont conférées par la Constitution de 1958. En ce qui concerne maintenant l'encadrement des pouvoirs du Parlement. L'encadrement des pouvoirs du Parlement, c'est aussi un des fondements de la Constitution de 1958.
Et il faut savoir que donc, sous la Ve République, le Parlement est bicaméral. Il se compose donc de 2 chambres, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat. Ce qu'il faut savoir également, c'est que seule l'Assemblée nationale a le pouvoir de renverser le gouvernement. Mais la Constitution de 1958 limite cette possibilité afin de favoriser la stabilité gouvernementale, puisqu'en effet, l'adoption par l'Assemblée nationale d'une motion de censure, qui est le mécanisme qui entraîne la démission du gouvernement, eh bien l'adoption d'une telle motion de censure par l'Assemblée nationale est strictement encadrée. En l'occurrence, la motion de censure, d'abord, elle n'est recevable que si elle est signée par au moins 1/10 des députés, en sachant qu'un député ne peut pas signer plus de 3 motions de censure par session. Et ensuite, la motion de censure, elle n'est adoptée que si elle est votée par la majorité absolue des députés. Il faut donc au minimum 289 députés sur 577 qui votent la motion de censure pour que celle-ci soit adoptée. Donc on le voit, le renversement du gouvernement par l'Assemblée nationale est possible, mais il est relativement difficile. Et puis également, ce qu'il faut savoir, c'est que la Constitution de 1958 distingue le domaine de la loi, qui relève du Parlement, et le domaine réglementaire, qui relève du gouvernement. Le domaine de la loi, il est limité à une liste de thèmes qui sont déterminés à l'article 34 de la Constitution. Et tous les thèmes qui ne sont pas cités à l'article 34 appartiennent au domaine réglementaire en vertu de l'article 37 de la Constitution. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie concrètement que le Parlement ne peut prendre des mesures que dans un certain nombre de domaines délimités par l'article 34 de la Constitution. Et pour tous les autres domaines, il revient au gouvernement d'édicter des mesures par le biais de règlements. Donc le gouvernement a une compétence de principe pour édicter des mesures, alors que le Parlement n'a qu'une compétence d'attribution. Il faut savoir qu'avant 1958, donc sous la Troisième République et la Quatrième République, le domaine de la loi était illimité, puisqu'en effet, la loi désignait tout acte voté par le Parlement. Et donc, une loi pouvait être prise par le Parlement dans n'importe quelle matière. Il n'y avait pas de domaine réservé au règlement. Voilà, maintenant qu'on a exposé les fondements, les grandes idées de la Constitution de 1958, on va pouvoir s'intéresser aux différentes institutions de la Ve République, puisqu'effectivement, dans le cours de droit constitutionnel du deuxième semestre, on étudie en détail les institutions de la Ve République. Ces institutions, ce sont le président de la République, le gouvernement, le Parlement et le Conseil constitutionnel. Commençons avec le président de la République. Donc dans la partie consacrée au président de la République, on étudie d'abord les règles relatives à l'élection du président de la République. Et on voit notamment que, comme je vous l'ai dit précédemment dans cette vidéo, depuis 1962, le président est élu au suffrage universel direct. À savoir qu'auparavant, il était élu au suffrage universel indirect, c'est-à-dire par un collège de grands électeurs. Également, ce qu'on voit en ce qui concerne l'élection du président de la République, c'est que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut respecter un certain nombre de conditions. Et notamment, il faut recueillir les signatures de 500 élus, ce qu'on appelle plus communément les parrainages. Donc dans le cours de droit constitutionnel du deuxième semestre, vous étudierez en détail les différentes conditions qu'il faut respecter pour être candidat à l'élection présidentielle. Et puis également, vous apprendrez que le mode de scrutin de l'élection présidentielle, c'est le scrutin majoritaire à 2 tours. Ensuite, après les règles qui concernent l'élection du président de la République, on va étudier les règles qui encadrent le mandat du président de la République. Et donc ici, vous apprendrez notamment que depuis 2000, le président est élu pour 5 ans. Il était auparavant élu pour 7 ans. Vous apprendrez également qu'un président ne peut pas exercer plus de 2 mandats consécutifs et que la fin du mandat du président de la République intervient en principe à l'arrivée du terme du mandat, mais
elle peut également avoir lieu de manière anticipée. Et ce, d'abord, en cas de vacance. Donc la vacance, c'est lorsque la fonction de président se retrouve prématurément sans titulaire. Par exemple, en cas de démission du président, ou encore en cas de décès ou de destitution par la haute cour. Et puis également, la fin du mandat du président, elle peut avoir lieu de manière anticipée en cas d'empêchement définitif. Donc l'empêchement définitif, c'est lorsque le président il est toujours en poste, mais il est définitivement incapable d'exercer ses fonctions, comme par exemple en cas de maladie grave ou d'accident. Et à savoir qu'en cas de vacance ou d'empêchement définitif, la fonction présidentielle, elle est provisoirement exercée par le président du Sénat, c'est ce qu'on appelle l'intérim, et dans le cours de droit constitutionnel du deuxième semestre, vous étudierez en détail les règles relatives à l'intérim. Ensuite, après le mandat du président de la République, on s'intéresse à la responsabilité du président de la République. Et donc ici, on voit qu'il faut distinguer entre les actes que le président accomplit dans l'exercice de ses fonctions et les actes qui sont détachables de l'exercice de ses fonctions. Et en l'occurrence, le président est irresponsable pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions. Donc il ne peut pas être mis en cause ni au plan civil, ni au plan pénal, ni au plan politique. Et cette irresponsabilité, elle connaît cependant deux exceptions que vous étudierez dans le cours de droit constitutionnel du deuxième semestre. Donc irresponsabilité pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions. En revanche, en ce qui concerne les actes qui sont détachables de l'exercice de ses fonctions, le président bénéficie de ce qu'on appelle une inviolabilité temporaire. C'est-à-dire que pendant son mandat, il ne peut faire l'objet d'aucune action, acte d'information, d'instruction ou de poursuite devant un juge quelconque. Mais après la fin de son mandat, il redevient un justiciable ordinaire et il peut alors être poursuivi pour des actes commis durant son mandat. Voilà, et puis enfin, dans la partie consacrée au président de la République, on va étudier les pouvoirs du président de la République. Et donc ici, vous apprendrez qu'on distingue deux types de pouvoirs présidentiels, les pouvoirs propres et les pouvoirs partagés. Les pouvoirs propres, ce sont les pouvoirs que le président exerce seul, c'est-à-dire sans la signature du Premier ministre et des ministres responsables. Par exemple, la nomination du Premier ministre, le recours au référendum, le droit de dissolution de l'Assemblée nationale, le recours à l'article 16 de la Constitution qui, en cas de crise grave, donne les pleins pouvoirs au président. Tous ces pouvoirs, ce sont des pouvoirs propres du président de la République. Il n'a pas besoin de la signature du Premier ministre pour les exercer. Et puis ensuite, on a donc les pouvoirs partagés. Les pouvoirs partagés, ce sont les pouvoirs qui sont soumis au contreseing, c'est-à-dire à la signature du Premier ministre et, le cas échéant, des ministres responsables. Et donc, les pouvoirs propres et partagés du président de la République, ils sont nombreux. Vous étudierez chacun d'entre eux dans le cours de droit constitutionnel du deuxième semestre. Voilà donc pour la partie relative au président de la République. Ensuite, le cours continue avec une partie qui est consacrée au gouvernement. Le gouvernement qui est la deuxième tête du pouvoir exécutif sous la Ve République. Et donc dans cette partie consacrée au gouvernement, on commence par étudier la composition du gouvernement. Et donc on voit que le gouvernement est composé d'abord du Premier ministre, qui est nommé par le président et qui est le chef du gouvernement, et puis également le gouvernement est composé des ministres et secrétaires d'État, qui sont nommés par le président sur proposition du Premier ministre. Ensuite, après la composition du gouvernement, on s'intéresse au statut des membres du gouvernement. Et en particulier, on s'intéresse aux incompatibilités gouvernementales, puisqu'effectivement, les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de certaines fonctions et activités. Et on s'intéresse également à la responsabilité pénale des membres du gouvernement. Et puis enfin, dans la partie consacrée au gouvernement, on va étudier les pouvoirs du gouvernement. Et donc ici, vous verrez que certains pouvoirs appartiennent au gouvernement dans son ensemble, tandis que d'autres pouvoirs appartiennent spécifiquement au Premier ministre.
En ce qui concerne les pouvoirs collectifs du gouvernement, vous apprendrez que le gouvernement, d'abord, il détermine et conduit la politique de la nation, même si dans les faits, lorsqu'il a la majorité parlementaire, c'est le président qui détermine la politique de la nation. Également, le gouvernement, il dispose de l'administration et de la force armée. Il a d'importants pouvoirs dans le cadre de la procédure législative, comme je vous l'ai expliqué précédemment dans cette vidéo. Il peut proclamer l'état de siège en cas de péril imminent résultant d'une invasion étrangère ou d'une insurrection armée. Et il peut proclamer l'état d'urgence, donc soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événement présentant le caractère de calamité publique. Alors cette liste, elle n'est pas exhaustive, le gouvernement a encore d'autres pouvoirs. Vous étudierez plus en détail les pouvoirs collectifs du gouvernement dans le cadre du cours de droit constitutionnel du deuxième semestre. Et quant au pouvoir du Premier ministre, eh bien vous apprendrez que le Premier ministre, d'abord il dirige l'action du gouvernement, c'est le chef du gouvernement, il dispose du pouvoir réglementaire de droit commun, donc c'est lui qui est compétent en principe pour signer les décrets, et tout comme le gouvernement, il a d'importants pouvoirs dans le cadre de la procédure législative. Là encore, on en a déjà parlé dans cette vidéo. Et donc, là aussi, cette liste de pouvoirs du Premier ministre, elle n'est pas exhaustive. Le Premier ministre, il a d'autres pouvoirs, et vous les étudierez plus en détail dans le cours de droit constitutionnel du deuxième semestre. Voilà donc pour la partie relative au gouvernement. On passe ensuite à la partie suivante, qui est consacrée au Parlement, d'accord ? Dans la partie consacrée au Parlement, on va d'abord étudier l'organisation du Parlement. Et donc ici, on va s'intéresser aux différents organes internes de chaque assemblée, donc de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc on va voir en quoi consistent les bureaux des assemblées, en quoi consiste la conférence des présidents de chaque assemblée, les commissions parlementaires et les groupes parlementaires. Et puis également, on va s'intéresser au régime des sessions parlementaires. Alors les sessions parlementaires, ce sont les périodes de l'année pendant lesquelles les assemblées peuvent siéger. Et on distingue deux types de sessions. La session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et se termine le dernier jour ouvrable de juin. Et les sessions extraordinaires qui, elles, sont convoquées par décret du président de la République à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres de l'Assemblée nationale sur un ordre du jour déterminé. Ensuite, après l'organisation du Parlement, on va étudier le statut des parlementaires. Et en particulier, on va étudier le mode d'élection des parlementaires, c'est-à-dire comment les parlementaires sont élus. Donc ici, vous apprendrez notamment que les députés sont élus au suffrage universel direct, tandis que les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par un collège de grands électeurs. Également, on va étudier, en ce qui concerne le statut des parlementaires, les incompatibilités parlementaires, puisqu'effectivement, un mandat de parlementaire ne peut être cumulé avec certaines fonctions. Et puis aussi, on va étudier ce qu'on appelle les immunités parlementaires, puisqu'effectivement, les parlementaires bénéficient d'un régime juridique dérogatoire au droit commun dans leur rapport avec la justice, afin de préserver leur indépendance. Et puis enfin, dans cette partie consacrée au Parlement, on étudie les fonctions du Parlement, à savoir l'élaboration de la loi et le contrôle du gouvernement. Ce sont les deux principales fonctions du Parlement. Et donc en ce qui concerne l'élaboration de la loi, eh bien, on étudie en détail les différentes étapes de la procédure d'élaboration des lois ordinaires, donc l'initiative de la loi, l'examen en commission, l'inscription à l'ordre du jour, la discussion en séance publique, la navette et puis enfin la promulgation de la loi. Alors attention, gardez bien en tête que effectivement le Parlement est le seul à voter la loi, mais la procédure d'élaboration des lois fait intervenir massivement le gouvernement, comme on l'a vu précédemment dans cette vidéo. Donc gardez en tête que oui, le Parlement vote la loi, mais le gouvernement
intervient massivement dans la procédure d'élaboration des lois. Et puis, en ce qui concerne la fonction de contrôle du gouvernement, eh bien, vous verrez que le Parlement dispose de nombreux instruments afin de contrôler le gouvernement. Par exemple, on peut citer les questions qui permettent aux parlementaires d'interroger le gouvernement sur tel ou tel aspect de la politique gouvernementale. Et ces questions peuvent être écrites ou orales. Et puis également, un autre bon exemple d'instrument qui permet de contrôler le gouvernement, c'est l'Assemblée nationale qui peut voter une motion de censure afin de renverser le gouvernement, comme expliqué précédemment dans cette vidéo. Et puis enfin, le cours de droit constitutionnel du second semestre, il s'achève avec une partie qui est consacrée au Conseil constitutionnel. Et dans cette partie, on apprend notamment que le Conseil constitutionnel est une institution qui est composée de 9 membres nommés pour 9 ans, avec renouvellement par tiers tous les 3 ans. On voit aussi que le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun 3 membres, et que le président de la République désigne aussi le président du Conseil constitutionnel. Et on voit également que la mission principale du Conseil constitutionnel consiste à contrôler la conformité des lois à la Constitution. C'est ce qu'on appelle le contrôle de constitutionnalité des lois. Alors en réalité, le Conseil constitutionnel, il ne contrôle pas simplement la conformité des lois à la Constitution. Il contrôle aussi la conformité des lois aux droits et libertés qui découlent de la Constitution. Puisqu'en effet, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité, on peut ajouter à la Constitution l'ensemble des textes et principes à valeur constitutionnelle, qui sont plus connus sous le nom de bloc de constitutionnalité. Et le bloc de constitutionnalité, il comprend, outre la Constitution, le préambule de la Constitution de 1946, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Charte de l'environnement de 2004, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, les fameux PFRLR, et les principes à valeur constitutionnelle. Et donc, tous ces textes et principes qui appartiennent au bloc de constitutionnalité, ils contiennent un certain nombre de droits et libertés, et donc, quand le Conseil constitutionnel va contrôler la constitutionnalité d'une loi, il va contrôler la conformité de cette loi à la Constitution, mais également aux droits et libertés qui figurent dans les textes et principes du bloc de constitutionnalité. Donc gardez bien ça en tête. Et puis également, en ce qui concerne le contrôle de constitutionnalité des lois, vous apprendrez que 2 types de contrôles existent pour contrôler la constitutionnalité des lois. On a d'abord le contrôle a priori, qui consiste à contrôler la constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation. Et puis, il y a également le contrôle a posteriori, qui consiste à contrôler la constitutionnalité d'une loi déjà en vigueur. C'est la fameuse question prioritaire de constitutionnalité, la fameuse QPC. Et donc, vous étudierez en détail chacun de ces 2 contrôles dans le cours de droit constitutionnel du 2e semestre. Voilà, maintenant, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment réviser efficacement le droit constitutionnel, je vous recommande fortement de vous procurer mon pack de fiches en droit constitutionnel. Qu'est-ce que c'est que ce pack de fiches ? Eh bien, c'est un pack qui comprend 20 fiches de révision, qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement le droit constitutionnel. Donc avec ce pack de fiches, vous allez pouvoir réviser efficacement le droit constitutionnel. Également, vous allez pouvoir mieux comprendre la matière. Et donc, si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Petite précision, ce pack de fiches, il couvre l'ensemble du droit constitutionnel de la première année de droit. Il comprend donc le programme du 1er semestre et également le programme du 2e semestre. Donc tout le programme de droit constitutionnel de la première année de droit est compris dans ce pack de fiches que vous trouverez donc dans la description de cette vidéo. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous voulez regarder d'autres vidéos de droit constitutionnel, je vous mets à l'écran ma playlist de droit constitutionnel du 2e semestre qui comprend différentes vidéos sur les différentes notions du cours de droit constitutionnel du 2e semestre
Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur la playlist qui s'affiche à l'écran. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.